7h35 sur Happiness, c'est l'heure de retrouver Damien comme tous les mercredis matins pour nous raconter des histoires complètement dingues, complètement insolites, des savoirs inutiles certes, mais donc tellement indispensables. Et ce matin Damien, tu nous racontes une histoire incroyable, la ville de Boston qui a été inondée. Alors vous vous dites, bon, inondation, de l'eau, machin, ça a couvert tout le territoire et puis voilà, sauf que c'est pas de l'eau. Ah non, Damien vous raconte tout ce matin, bonjour. On le sait, il est déconseillé de manger trop gras, trop salé et surtout trop sucré. Cause de nombreuses maladies, le sucre peut être un véritable danger s'il est ingéré en trop grande quantité. Et si je vous disais que parfois, on n'a même pas besoin de l'avaler pour mourir à cause du sucre ? Je m'explique. Nous sommes en 1915 en pleine Première Guerre mondiale. Les États-Unis fournissent massivement les Alliés en munitions et pour fabriquer des explosifs, il faut de l'éthanol. Et pour fabriquer l'éthanol, il faut de la mélasse, cette substance épaisse et sirupeuse, sous-produit du raffinage du sucre de canne. C'est dans ce contexte que la United States Industrial Alcohol Company, ou la USIA, décide de construire un réservoir géant dans le quartier populaire de North End à Boston, un quartier d'immigrés italiens et irlandais. Et pour piloter ce chantier colossal, elle désigne son trésorier Arthur Gell. Problème, Arthur Gell n'a aucune expérience architecturale ou technique, est incapable de lire des plans et ne sait rien des facteurs de sécurité. Et il est pressé. Une large cargaison de mélasse est en route et son avenir dans l'entreprise dépend de la réussite du projet avant la fin de 1915. Résultat, au lieu de remplir le réservoir entièrement d'eau pour tester les fuites, Gell le remplit de seulement 15 cm. Aucune fuite détectée, le réservoir est donc déclaré terminé. Sauf que dès les premières livraisons, le réservoir commence à émettre des grondements inquiétants. Quand un ouvrier apporte dans le bureau de Gell des éclats d'acier fissurés comme des preuves du danger, le trésorier répond « Je ne sais pas ce que vous voulez que je fasse, le réservoir tient encore ». La solution de la USIA est à la hauteur du reste. Vu que la mélasse est brune, on peint le réservoir de la même couleur pour masquer les fuites. Les habitants, eux, ne s'inquiètent pas trop, ils préfèrent déposer des seaux au pied de la structure pour récupérer la mélasse qui s'écoule. Tant qu'à faire, autant l'utiliser pour leur cuisine. Pendant 4 longues années, les habitants du North End vivent avec ce bruit sourd et les murs suintants, mais avec du sucre à volonté. Le 15 janvier 1919, tout change. Ce matin-là, Boston se réveille avec une météo inhabituelle. Le thermomètre grimpe au-dessus de 4 degrés après plusieurs jours à moins 17. Un redout brutal. La veille, un navire a livré une nouvelle cargaison de mélasse chaude, pompée directement sur la mélasse froide qui stagnait au fond de la cuve. Chaud sur froid, fermentation accélérée, dilatation thermique, montée en pression, que les parois déjà trop fines ne peuvent plus contenir. À 12h30, un bruit de mitrailleuse secoue le quartier. Ce sont les rivets qui sautent les uns après les autres. Puis un grondement sourd, puis plus rien, pendant une fraction de seconde. Et ensuite, la vague. 8 millions de litres de mélasse déferlent dans les rues. Une muraille de sirop de 5 mètres de haut avançant à 55 km/h. Des supports en acier de la voie ferrée surélevée se tordent et s'effondrent. La caserne des pompiers est soulevée de ses fondations. Un camion entier est balayé dans le port. Ce qui rend cette catastrophe particulièrement meurtrière, c'est la physique des fluides. La mélasse, c'est ce qu'on appelle un fluide non newtonien. Sous pression, elle avance vite comme de l'eau. Mais au contact du froid hivernal, elle s'épaissit jusqu'à ressembler à du béton frais. Les victimes se retrouvent alors piégées, suffocant pendant que la mélasse durcit autour d'eux. Les sauveteurs s'enlisent eux-mêmes et doivent être tirés hors du sirop. Les recherches durent 4 jours. Bilan, 21 morts, 150 blessés. Le nettoyage prend des semaines. Le port reste brun jusqu'à l'été et l'odeur sucrée imprègne le quartier pendant des décennies. Mais une question s'impose. Qui est le responsable ? La USIA pointe immédiatement du doigt les anarchistes italiens du quartier, et même que sa négligence vient de tuer. 119 plaintes sont déposées, le procès dure alors 5 ans. Le tournant vient du MIT. Le professeur Charles Spofford conclut que les plaques d'acier sont 2 fois plus fines que ce que les plans prévoyaient. Au procès, l'interrogatoire de Gell est savoureux. Avez-vous fait inspecter le réservoir par un ingénieur ou un architecte ? Non. Par un expert quelconque au moins ? Pas à ma connaissance. En 1925, le verdict tombe. La USIA est entièrement responsable. Elle paie $628 000, soit environ 11 millions d'euros d'aujourd'hui. Les familles des victimes reçoivent $7 000 chacune, ce qui est somme toute une somme dérisoire. Avant cette catastrophe, n'importe qui pouvait construire n'importe quoi à Boston, sans permis ni ingénieur. Après, tout change. Plan signé, inspection obligatoire, ingénieur certifié, les normes de construction moderne naissent directement de cette inondation de mélasse. Au final, le North End a senti la mélasse pendant 40 ans. Roald Dahl avait imaginé une usine magique où le chocolat coulait en rivière et où tous sentaient bon le sucre. Il avait oublié de préciser qu'une rivière de sucre, dans la vraie vie, ça avance à 55 km/h, ça noie les chevaux et ça prend 40 ans à disparaître.
Charlie Bucket a bien de la chance que Willy Wonka, lui, ait su lire un plan. Histoire incroyable à retrouver en podcast sur le site et l'appli Happiness Radio et toutes les plateformes de streaming. Je trouve ça toujours fou, ces histoires incroyables. Grâce à qui? Grâce à Damien, bien sûr, qu'on aura la chance de retrouver mercredi prochain pour une toute nouvelle histoire, un nouveau savoir inutile. Donc indispensable. Merci mon cher Damien, à mercredi prochain. Et nous les amis, dans 5 petites minutes à peu près, vos événements plus proches de chez vous. Il va s'en passer des choses dans l'Oise, à Amiens. Notamment, tiens, je vous donne cette petite info. Si vous êtes du côté de Beauvais, ou alors peut-être que vous êtes fan d'aéroclub, d'avion, il y a un beau rendez-vous qui vous attend ce week-end. Ça va se passer à Beauvais-Tillé. Je vous le dis, vous allez vous régaler. On vous en parle après votre playlist année 2000-2010. Les hits du moment, les tubes collecteurs, c'est votre playlist classique and hit qui revient rien que pour vous à 7h41. On commence ensemble ce mercredi sur Happiness. Merci d'être là.